Rencontre entre les membres du patronat ivoirien et le comité national de la ZLECAf. Les défis et opportunités de la ZLECAf au centre des échanges. Lancement du dialogue national pour le renforcement de la synergie genre et changement climatique en Côte d'Ivoire. Les parties prenantes issues de divers ministères et de la société civile. À découvrir en République démocratique du Congo, une résidence médicalisée dénommée ResMed. Elle est spécialisée dans la prise en charge des personnes du troisième âge. Mesdames et messieurs, bienvenue. Depuis le mercredi dernier, Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, abrite les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement. Une rencontre dominée par la recherche de solutions pour combattre la maladie à coronavirus et trouver les meilleurs mécanismes pour relever l'économie africaine. Selon le président ghanéen Nana Akufo-Addo, des partenariats solides et de l'audace sont nécessaires pour relever les défis posés par la pandémie de Covid-19. Comme le président ghanéen, tous les participants ont appelé à l'action pour garantir l'accès aux vaccins contre le Covid-19 et pour faire face à l'endettement croissant, deux obstacles auxquels l'Afrique doit faire face pour se relever de la pandémie. Le président ghanéen a salué la réaction rapide de la Banque africaine de développement face à la pandémie et a demandé un plus grand soutien à la principale institution de développement du continent. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Mahamat Faki, a pour sa part loué le partenariat entre son institution et la Banque africaine de développement. Il a également félicité la Banque pour son soutien à la création de la zone de libre-échange continentale africaine et au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Ajoutons que les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement offriront à ses gouverneurs une tribune pour partager les expériences de leurs pays respectifs dans la lutte contre la pandémie. Ils feront part des mesures politiques prises pour reconstruire les économies et rétablir les moyens de subsistance. L'édition 2021 des assemblées annuelles de la BAD se poursuit jusqu'au vendredi 25 juin 2021. Intéressons-nous à présent à la ZLECAf, entendez la zone de libre-échange continentale africaine qui, adoptée en 2018 à Kigali au Rwanda, est rentrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Les enjeux, opportunités et défis de cet outil de développement et d'intégration étaient récemment au cœur d'une rencontre entre les membres de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et le comité national de la ZLECAf. Le compte-rendu de Issa Badini est commenté par Nadia Eouli. 54 États, un marché vaste de plus de 1,2 milliard de consommateurs, un PIB de 3 000 milliards de dollars, une multiplicité d'offres, tout aussi vaste, le chantier de la mise en place de la ZLECAf, que 6 mois ne suffisent pas pour la mettre à flot. Mais encore, faut-il que les acteurs concernés soient informés du chemin parcouru et à parcourir. Et c'est tout l'intérêt de la CGECI et le comité national de la ZLECAf, d'où cet atelier. Se préparer à tirer profit, mais qu'il faut tout de même prendre son mal en patience, car des difficultés d'allumage subsistent toujours. Des difficultés que Fatoumata Fofana, secrétaire exécutive du comité national, croit avoir identifiées. Donc ça fait que la CEDEAO, nous devons ouvrir les frontières ensemble. Même si la Côte d'Ivoire a déjà mis tous les dispositifs en place, parce que le dispositif réglementaire a déjà été enclenché, mais pour ouvrir vraiment les frontières, il faut que tous les pays de la CEDEAO puissent ratifier l'accord et que la CEDEAO s'accorde sur une date où vraiment tout le monde va commencer le commerce pour qu'on y aille tous ensemble. L'option qui a été prise par la Côte d'Ivoire, c'est de respecter le processus d'intégration régionale dans lequel nous sommes. Donc, notamment à l'échelle de la CEDEAO, pas à l'échelle de l'UEMOA. Donc il y a 15 pays et le choix qui a été fait, c'est que ces 15 pays partent au même niveau. Ce que nous comprenons, pour ne pas qu'un opérateur ivoirien, si la Côte d'Ivoire commence, soit favorisé par rapport à un opérateur burkinabé. Et malheureusement, il y a 3 pays qui n'ont pas encore ratifié l'accord et donc ça fait des retards. Donc les douaniers, notamment, tirent profit de ce retard pour peaufiner leur texte, pour être prêts de telle sorte que dès que tout sera prêt, on pourra démarrer. Et nous, Confédération Générale, nous tirons profit aussi de retard pour préparer nos membres à exporter. À ce jour, 54 sur les 55 que compte le continent
ont signé l'accord de libre-échange. Toutefois, seuls 35 parmi ces pays ont déposé leur instrument de ratification auprès de la Commission africaine. Il faut rappeler que la ZLECAf à terme compte parvenir à la libéralisation du marché des biens et services en Afrique, à l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires au commerce, à la mise en place d'un mécanisme de règlement des différends commerciaux entre États d'un cadre institutionnel de gestion du commerce intra-africain. Des difficultés certes, mais un grand espoir. La ZLECAf pour les opérateurs économiques qui attendent avec impatience son décollage affectif, des opérateurs qui repartent confiants des échanges. Le BARM, entendez le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, a signé ce jeudi à Abidjan une convention avec ses partenaires techniques et financiers. L'objectif du programme est de réussir l'accompagnement à apporter aux militaires à la retraite dans leur reconversion vers l'entrepreneuriat. Pierre Tebeu. Comment accompagner les militaires mis à la retraite par anticipation à la reconversion vers l'entrepreneuriat? La question a fait l'objet de la signature d'une convention spécifique ce jour. Le Bureau d'accompagnement à la reconversion des militaires, en abrégé BARM, a porté son choix sur plusieurs partenaires techniques et financiers pour les aider. Il s'agit entre autres de l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, le Fonds international pour le développement de la retraite active, FIDRA, et l'Agence nationale de la formation professionnelle, AGFOP, comme structure technique, et l'Agence française de développement, AFD, comme structure financière. Et c'est pour formaliser le cadre de collaboration qu'ils ont signé ce jour une convention. Des conditions spécifiques qui précisent l'apport de chaque partie. Ces partenaires vont recevoir nos bénéficiaires, les profiler, les former, mettre à leur disposition leur business plan, concevoir leur projet, les créer et les suivre. Pour le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, ce programme est une opportunité unique pour vivre une retraite paisible. Il a recommandé aux bénéficiaires de savoir tenir la perche qui leur est tendue par la tutelle. La reconversion étant volontaire, ils sont nombreux, les militaires et gendarmes à la retraite qui espèrent revivre grâce à ce programme. Nous espérons beaucoup dans la mesure où nous avons des idées, des entreprises à créer et nous espérons que le BARM va nous accompagner dans tout ce que nous faisons. Nous avons choisi d'initier des projets et nous attendons que le BARM nous finance. C'est à ce sujet que le BARM nous a conviés à la signature à cette signature. Ils sont plus de 2000 à bénéficier de ce programme, un programme très ambitieux qui fédère l'assentiment des partenaires. Il s'agit de rencontrer les bénéficiaires de ce programme-là pour voir dans le domaine dans lequel ils veulent travailler à l'issue de la reconversion. Et à l'issue de cela, nous allons mettre en place tout un ensemble d'approches d'accompagnement. Le BARM annonce la mise sur pied d'autres programmes similaires pour permettre aux anciens militaires et gendarmes à la retraite à poursuivre une activité génératrice de revenus après une longue carrière dans l'armée. Pour la première fois, une institution communale se tient au plus près des artistes de Côte d'Ivoire. Récemment, la mairie de Cocody a signé une convention avec le Burida, entendez le Bureau ivoirien du droit d'auteur. L'objectif de cette action est de veiller au strict respect des droits d'auteur en vue d'une amélioration de leurs conditions de travail. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Marie Seri. Désormais, toute œuvre artistique utilisée au cours des célébrations au sein de la mairie de Cocody accuserait un droit d'auteur. C'est ce que dit la convention que le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida vient de signer avec la mairie de la commune de Cocody. Cette convention permettra au maire de Cocody de mobiliser des ressources grâce aux événements célébrés à la mairie tels que les mariages, les baptêmes pour faciliter l'encaissement des droits d'auteur des artistes et diversifier leurs sources de financement. C'est un métier noble, mais malheureusement qui ne nourrit pas comme il se doit son nom, simplement parce qu'on ne permet pas à l'artiste de rentrer directement dans ses droits et facilement dans ses droits. Aujourd'hui, nous sommes heureux de constater
qu'il tient parole, et il a encore tenu parole, de nous permettre de collecter sur le territoire communal de Cocody pour aider les artistes à mieux se soigner, à préparer leur retraite, à prendre en charge la vie de leurs enfants, de leurs époux, de leurs familles. Je ressens un esprit de satisfaction, me disant que j'ai participé avec monsieur le directeur général à quelque chose d'important pour nos artistes. Au niveau de leur assurance, au niveau du suivi eux-mêmes de leur vie quotidienne. J'espère que cette signature leur apportera un plus. C'est un ouf de soulagement pour les acteurs culturels ivoiriens dont les sources de financement de leurs œuvres restent fragilisées. Vous savez que faire payer les citoyens ce qu'ils considèrent comme étant une taxe, mais pour nous ce n'est pas une taxe, c'est un droit. Mais cette habitude n'est pas encore bien ancrée et il faut une démarche pédagogique. 2 hommes de vision viennent de donner le ton, le DG du Burida et monsieur le maire de Cocody. Voilà, donne le ton et nous souhaitons que les autres mairies suivent cet exemple. Il faut que la population ivoirienne sache que ce n'est pas une taxe, c'est écrit dans la loi, c'est des droits d'auteur. Et il faut qu'on sorte un peu de cet esprit de misérabilisme, de cet esprit obséquieux qui fait qu'on attend toujours que l'artiste soit dans la détresse pour lancer des SOS. Au-delà, les 2 institutions, le Burida et la mairie de Cocody, à travers cette signature de convention, nourrie depuis 1 an, entendent renforcer leur collaboration. Depuis sa création, le Burida, Bureau ivoirien du droit d'auteur, a pour mission de délivrer des autorisations d'exploitation des œuvres et littéraires à lui confier par ses membres. La Fondation Génération d'Héritage a récemment organisé une formation sur l'entrepreneuriat. Il s'agissait pour la Fondation d'aider les participants à connaître le secteur d'activité dans lequel ils veulent entreprendre, ensuite monter un business plan pour évaluer la viabilité du projet, comment créer son entreprise et maîtriser le cycle de la vie de cette activité. Zeynab Dosso. L'objectif de cette formation sur l'entrepreneuriat est d'offrir à la centaine de participants de tous secteurs et rangs confondus les rudiments pour entreprendre, démarrer une affaire ou simplement connaître la réalité du milieu entrepreneurial. La particularité de cette formation est de mettre l'accent sur la construction d'une affaire légale sans tricher et voler pour éviter d'en être rattrapé plus tard. À cet effet, l'auditoire a été invité à connaître le secteur d'activité dans lequel il veut se lancer. Ensuite, monter un business plan pour évaluer la viabilité du projet, créer l'entreprise et maîtriser le cycle de vie de l'activité. C'est vrai que nous parlons d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais vraiment la particularité de ce jour, c'est de mettre l'accent sur comment est-ce qu'on construit son business en le faisant légalement ou normalement, surtout la place de la morale, sans tricher, sans voler, voilà, pour ne pas se faire rattraper par des problèmes après. Il faut déjà connaître le terrain sur lequel on se lance. Voilà. Après, il y a le montage du business plan qui va se faire, qui permet d'évaluer la viabilité du projet. Une fois que le projet il est lancé, il faut normalement exister légalement, donc créer l'entreprise au CPC. Et quand l'entreprise est créée, après on a tout ce qui est éléments clés, donc notamment suivre ces indicateurs de performance. De rassembler des jeunes pour leur formation spirituelle, mais aussi pour leur épanouissement dans ce monde avec plusieurs enjeux, plusieurs défis. Alors, voici un peu, je dirais, les principaux objectifs de nos rencontres pour permettre, n'est-ce pas, l'évolution de notre jeunesse, surtout africaine, pour que demain elle grandisse, elle s'épanouisse et elle transmette aussi les formations. Outre les aspects techniques liés à l'entrepreneuriat, les participants ont eux aussi été instruits sur la cybersécurité. Ils ont été édifiés sur l'importance et la place de la cybersécurité dans la définition de leur stratégie en tant qu'entrepreneur. Pour tout entrepreneur aujourd'hui, et même j'ai envie de dire au niveau mondial, la cybersécurité occupe une place importante compte tenu de toutes les menaces aujourd'hui qui sont naissantes à cause de l'utilisation des moyens technologiques. La Fondation Génération d'Héritage est une association de jeunes soucieux de transmettre le meilleur à la génération future, ce qu'ils ont eux-mêmes reçu de leurs prédécesseurs.
Parlons de développement durable avec le lancement à Abidjan du dialogue national axé sur le lien entre le genre et les changements climatiques. C'est une initiative qui vise à mettre en synergie les actions d'un certain nombre d'acteurs. Les parties prenantes sont issues du ministère de l'Environnement et du Développement durable, de la direction du genre, de la femme, de la famille et de l'enfant et enfin de la société civile. Le reportage de Mon Désir Nascimento et Tima Traoré. Ceux qui sont les plus vulnérables dans cette couche de population sont les femmes. Le genre est transversal et c'est une bonne action et c'est une bonne chose au jour d'aujourd'hui que deux ministères à la fois se mettent ensemble pour pouvoir endiguer et enrayer le phénomène du changement climatique. Les membres de la plateforme Genre et Changement climatique se sont retrouvés mardi dernier à Abidjan. Entre autres objectifs assignés à cette rencontre, renforcer leur synergie d'axes opérationnels, revisiter ensemble les politiques intégrant le genre et les changements climatiques et enfin lancer un cadre de dialogue national structure sur le lien entre le genre et les changements climatiques. Donc l'idée aujourd'hui de ce lancement de dialogue de haut niveau, c'est justement permettre à nos deux ministères de communiquer, je dirais, ce plaidoyer auprès des autres membres du gouvernement, de sorte à ce qu'il y ait cette prise en compte systématique des questions du genre et changement climatique dans les développements de projets, dans la planification sectorielle, etc. Après avoir pris connaissance des travaux de cette rencontre, propositions et résolutions, les deux représentants des ministres, notamment celui de la femme, de la famille et de l'enfant, et son collègue de l'environnement et du développement durable, ont félicité les membres de la plateforme. Ils ont par la suite promis de rendre compte à leur hiérarchie. C'est pour cela que Madame le ministre de la femme, de la famille et de l'enfant m'a mandaté pour venir ici pour vous encourager. Je voudrais saluer également votre abnégation à vouloir faire bouger les lignes en matière de prise en compte des besoins différenciés des femmes et des hommes, des filles et des garçons dans la lutte contre les changements climatiques. Une signature de mémorandum d'entente dans le cadre du dialogue national est prévue pour les prochains jours. Soulignons que ce dialogue national est une initiative du ministère de l'Environnement et du Développement durable. La Côte d'Ivoire a célébré la journée nationale de la veuve et de l'orphelin, célébrée au niveau international tous les 23 juin. Impulsée par l'ONG Lumière d'Espoir, une cérémonie à l'honneur des veuves de Côte d'Ivoire a été organisée au Palais des Sports de Treichville. L'objectif était d'attirer le regard des autorités du pays sur la situation de ces femmes marginalisées et livrées parfois à elles-mêmes. Suivez. La commémoration de la journée internationale des veuves et des orphelins en Côte d'Ivoire est une initiative de l'ONG Lumière d'Espoir. Cette année, c'est le Palais des Sports de Treichville qui a servi de cadre à la célébration. Pour Sylvie Ndri-Jeanne, présidente de l'ONG Lumière d'Espoir, la veuve sous-tropique est marginalisée, vilipendée et souvent même accusée d'être une sorcière. D'où l'engagement de son organisation non gouvernementale à apporter assistance et soutien aux veuves. Notre mission, c'est d'abord promouvoir la journée de la veuve. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un projet, vraiment, c'est de créer la maison de la veuve pour que désormais les veuves et les orphelins aient au moins un repère quand elles sont dans les difficultés, qu'elles ont les situations difficiles, qu'elles sachent au moins où aller pour pouvoir vraiment avoir gain de cause. Cette journée, vraiment, ça nous donne du réconfort parce que on sent que des gens pensent à nous. Deux membres du gouvernement ont confirmé par leur présence tout l'intérêt que l'État de Côte d'Ivoire porte au soutien de la veuve et de l'orphelin. Il s'agit de Nasséné Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, et de Don Claude Paulin, ministre de la Promotion du Sport et du Développement de l'économie sportive, par ailleurs président d'honneur de l'ONG Lumière d'Espoir. Nasséné Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a déploré la vulnérabilité de la veuve et de l'orphelin avant de les encourager à tenir bon, tout en leur promettant le soutien et le réconfort de l'État ivoirien. La mission du gouvernement est d'être aux côtés des femmes, les accompagner à s'épanouir pour leur bien-être et celui de leurs enfants. Cette journée de la veuve et de l'orphelin doit servir de tribune pour amplifier ce message de paix. Quant au ministre Don Claude Paulin,
Il a lui aussi rassuré sur la volonté de la plus haute instance à œuvrer pour le bien-être de tous les Ivoiriens, avec un point d'honneur aux veuves et aux orphelins. Aujourd'hui, la cérémonie que nous avons, qui n'a pratiquement jamais été célébrée de façon institutionnelle dans notre pays, ouvre la voie à l'institutionnalisation de la journée internationale de la veuve et de l'orphelin en Côte d'Ivoire. La présidente de l'ONG Lumière d'Espoir, Sylvie-Jeanne Ondry, a fait un plaidoyer à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en demandant l'institutionnalisation de la Journée internationale de la veuve, de l'orphelin, mais aussi la construction de la maison de la veuve. Sur ces deux doléances, elle a reçu l'assurance que la requête sera portée auprès du gouvernement et cerise sur le gâteau, un don de 7 millions de francs CFA lui a été offert. Dans le cadre de la célébration du 21e anniversaire de l'imprimerie lyonnaise, son directeur général Étienne Kouya reçoit à Abidjan la championne du monde de handball d'origine ivoirienne Yonciane Niambla. Elle est en Côte d'Ivoire pour adresser un message de paix et encourager la jeunesse ivoirienne, en particulier les jeunes filles, à s'attacher au travail acharné. Cette action vise également à œuvrer pour la consolidation de la paix dans le pays. Reportage. Elle est certainement peu connue en Côte d'Ivoire. Elle est pourtant une petite célébrité dans l'univers sportif européen. Yonciane Niambla est une professionnelle internationale de handball. Avec l'équipe nationale de France, elle a remporté plusieurs trophées, dont celui de champion du monde des nations de handball sous les tricolores. Ce mardi, Yonciane Niambla est venue dédicacer son maillot et le remettre à un amoureux du sport, grand supporter de l'équipe de France, Mohamed Salamé. La présence en terre ivoirienne de Yonciane Niambla n'est pas fortuite. Française d'origine ivoirienne, elle a décidé de s'engager dans la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Je veux être aussi un exemple de réussite pour ces jeunes filles et leur faire comprendre qu'on soit en France ou en Côte d'Ivoire, on peut réussir par le biais de ce sport-là. Et il n'y a pas que ça, il y a toutes les valeurs qui s'instruisent autour de ce sport. Et voilà, je veux leur adresser un message de guerrière. Le handball et la Côte d'Ivoire ne font qu'un. Écoutez, le sport est un facteur de réconciliation et d'amour. À partir du moment où vous faites du sport, ça veut dire que vous communiez. Vous communiquez avec les uns et les autres. Donc, se frotter, c'est de l'amour. En sport, on se frotte toujours à des plus forts, à des plus faibles, corporellement, parce que c'est 6 contre 6 le handball. Le football, c'est 11 contre 11. Le volleyball, c'est 5 contre 5 ou 6 contre 6. On fait en sorte que l'amour du prochain soit à travers, n'est-ce pas, le sport qu'on pratique. Yonciane Niambla répond à une invitation de l'entrepreneur Étienne Kouya qui a lancé depuis quelques mois une caravane sur la paix et la cohésion sociale avec pour objectif une journée de reconnaissance au président Alassane Ouattara à qui il reconnaît des valeurs d'homme de paix et qui l'a inspiré à quitter Lyon pour la Côte d'Ivoire et à se lancer dans les affaires. Vous savez que le président de la République, c'est sur ses conseils que moi je suis venu en Côte d'Ivoire. Oui, j'étais étudiant à Lyon et c'est suite à ses conseils parce qu'il était venu pour une conférence sur l'importance de la dévaluation du franc CFA que nous l'avons rencontré. J'étais avec mon ami et il nous a conseillé de rentrer parce qu'il y a beaucoup d'opportunités en Côte d'Ivoire. Et je l'ai suivi. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Une journée d'hommage à son Excellence le président de la République Alassane Ouattara est annoncé dans les prochains jours. La vieillesse, l'une des étapes normales d'un homme sur Terre, n'est toujours pas l'une des plus reposantes pour les personnes âgées. Faute d'avoir des moyens pour assurer ses vieux jours ou encore de pouvoir bénéficier du soutien de ses proches. Ce n'est pas toujours évident de voir des centres d'aide à la pointe de l'accueil et de la prise en charge. En République démocratique du Congo, dans la banlieue de Kinshasa, par contre, une initiative fait office d'exemple sur le continent africain. Il s'agit de la résidence médicalisée dénommée ResMed+, un centre moderne de prise en charge des personnes du troisième âge dont la réputation a traversé les frontières de la République démocratique du Congo. Reportage. Du rêve à la réalité, c'est ce bâtiment que l'on aperçoit sur cette colline en bordure de la principale route
menant vers le Congo central. La résidence médicalisée ResMed n'a pas volé son nom. Charmant et romantique à la fois, l'endroit héberge différents services de santé. Nous avons différents services, commençons d'abord par l'accueil où vous trouvez la pharmacie. Nous avons la réception avec le service de nursing. Nous avons un laboratoire équipé avec tous les appareils ultramodernes qui vous donnent des résultats à la minute. Et même encore, c'est des appareils où, aussitôt on a fini le travail par le laborantin, ces résultats sont déjà transmis chez le médecin. Il les voit sur un écran et en attendant qu'on lui amène les durs. Vous avez aussi la salle ou le bloc opératoire où on peut faire même jusqu'à la grande chirurgie. Et vous avez le bloc imagerie. Dans l'imagerie, vous avez l'électrocardiogramme, ce qu'on appelle ECG, et puis vous avez aussi les échographies Doppler. Le paisible silence agrémenté par les va-et-vient des médecins indique que les lieux n'ont pas été choisis au hasard. C'est une résidence médicalisée pour personnes du bel âge, ça veut dire 65 ans et plus. La mission principale, c'est la surveillance médicale. Nous assurons cette surveillance médicale 24 heures sur 24 avec une équipe de médecins professionnels et des infirmiers et laborantins qui sont ici tous les jours et 24 heures sur 24. La santé étant l'affaire de tous, Gilbert Sibangou, initiateur du projet qui a pris corps aujourd'hui, ne dédaigne pas l'apport de l'État congolais. Son entreprise reste ouverte aux partenaires externes et internes. Le charme du décor est de nature à remonter le moral des patients grâce à l'affection et à la bienveillance retrouvée de la résidence médicalisée, offrant aussi des hébergements aux médecins et infirmiers visiteurs toutes les commodités. Une structure sanitaire innovante fondée par des efforts et des sacrifices personnels sans aucun soutien financier, sinon des crédits bancaires avec hypothèque. Cet élément commenté par Pierre Tebeu met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.